Jusqu'à aujourd'hui, notre histoire n'a enregistré que 2 véritables attaques nucléaires. Mais bien qu'il n'y en ait eu que 2, ils n'auraient pas pu être plus différents l'un de l'autre. Et nous avons déjà vu comment l'attaque contre Hiroshima a été menée et elle a été réalisée exactement comme prévu. Et maintenant, vous allez découvrir les détails du bombardement de Nagasaki. Alors restez avec nous pour tout apprendre ici dans la salle de guerre. Cette année, nous commémorons les 80 ans des bombardements atomiques et la salle de guerre va vous plonger au cœur de cette histoire. Alors comment ça s'est passé ? Vous pouvez participer, il suffit de rejoindre notre mission Atom, qui partira en octobre pour les États-Unis. Je vais t'emmener voir l'avion qui a largué la bombe atomique, l'Enola Gay, au musée Smithsonian de l'aéronautique à Washington. Et ensuite, on ira au Nouveau-Mexique, là où tout s'est passé cet été de 1945. Tu vas découvrir Los Alamos, où la bombe atomique a été développée. Nous visiterons la maison de Robert Oppenheimer et le site d'essai Trinity, situé sur la base militaire de White Sands, accessible aux touristes seulement une fois par an. Seule la salle de guerre pourra t'y emmener. Nous verrons alors le pinacle du point zéro de la première explosion atomique. Nous allons visiter le ranch McDonald, où la bombe atomique a été assemblée. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore les détails, si tu n'as pas vu notre vidéo, tu peux cliquer sur celle qui est juste ici en haut et la regarder juste après avoir terminé celle-ci. Parce que c'est dans la nuit de ce jour-là, à la Maison-Blanche, à Washington, aux États-Unis, que le président Harry Truman a prononcé son discours historique, annonçant au monde entier que les États-Unis avaient réussi à fabriquer une bombe atomique fonctionnelle. Ce matin-là, c'est précisément cette arme, capable de raser une ville en une fois, qui fut lancée contre le Japon. Donc il n'y avait aucun espoir pour le Japon dans ce conflit. Alors, Truman a de nouveau insisté, il a exigé une fois de plus que les Japonais se rendent immédiatement. Et c'est justement en écoutant ce discours, ici à la radio, que les autorités japonaises ont commencé à envisager qu'elles avaient subi une attaque à la bombe atomique. Vraiment. En effet, ce même 6 août, la confusion régnait au Japon, car personne ne savait vraiment ce qui s'était passé à Hiroshima. Cet après-midi-là, un officier japonais avait pris l'avion pour Hiroshima. Et il était revenu avec la nouvelle que la ville avait bel et bien été détruite, alors beaucoup de gens ont commencé à envisager l'hypothèse de bombes atomiques. Ce n'est qu'après l'intervention de Truman que tout est devenu clair. Le lendemain, cependant, les Japonais en ont eu la preuve par eux-mêmes, car ils ont envoyé à Hiroshima le docteur Yoshio Nishina, qui jusqu'alors avait été la figure clé du programme nucléaire japonais. Pour mieux comprendre, cliquez sur notre vidéo ci-dessus pour plus de détails. Et Nishina, avec ses instruments, il a ainsi pris plusieurs mesures dans les ruines et affirmé sans équivoque qu'Hiroshima avait été détruite par une bombe atomique. Cette nouvelle, lorsqu'elle a été communiquée aux membres du Grand Conseil militaire, ou Conseil des Six Grands. Elle provoque la célèbre réponse de l'amiral Soemo Toyoda, chef d'état-major de la marine impériale japonaise, qui déclara que, s'il croyait que c'était réellement le cas, et que les Américains avaient utilisé une arme atomique à Hiroshima, ils ne pouvaient posséder cette arme atomique que parce qu'ils auraient utilisé tout l'uranium fissile de la planète. Toyoda ignorait tout du raffinage de l'uranium. Mais cette réponse japonaise, ou tout manque de réponse aux exigences de reddition de Truman, est devenue évidente pour le commandement américain, là-bas dans les Mariannes, et justement ce commandement américain. Le matin du 7, sur l'île de Guam, au quartier général du général Curtis LeMay, pour autoriser et discuter les détails d'un second bombardement atomique. Ce jour-là, il y avait le général Carl Spaatz, chef des forces aériennes alliées dans le Pacifique, ainsi que l'amiral Purnell, représentant du Pentagone. Le général Farrell, directeur adjoint du projet Manhattan, ainsi que le colonel Paul Tibbets, commandant du groupe composé, et le capitaine-président de l'armement du projet Manhattan. Il fut l'armurier de la bombe Little Boy sur Hiroshima. Lors de cette réunion, LeMay autorise formellement le largage de la seconde bombe atomique.
Et Parsons dit que ce deuxième dispositif, le dispositif à implosion, le Fat Man, serait assemblé et prêt à être utilisé en août. À ce moment-là, Paul Tibbets intervient et dit qu'un front de mauvais temps, prévu pour durer 5 jours, s'installerait sur le Japon à partir d'août. Et par conséquent, la deuxième mission atomique devrait être avancée de 48 heures, pour le 9 août. Le délai de 2 jours était extrêmement court, mais Dick Parsons a simplement acquiescé et a dit qu'il allait mettre la bombe en fonctionnement. Lors de cette réunion, il fut décidé de confier la deuxième mission atomique au major Charles Sweeney, commandant de l'escadron de bombardement. 9, dont 3 du groupe 509. Charles Sweeney avait piloté son B-29, le The Great Artist. En tant qu'appareil d'instrumentation scientifique lors de la mission sur Hiroshima et étant le commandant de son propre escadron de bombardement du groupe composé, il était le choix logique pour diriger cette seconde mission. Mais les mondes. De nombreux problèmes de la mission de Nagasaki ont commencé précisément à cause de cette avance dans le temps de ce délai très court, de seulement 2 jours pour la préparation et le lancement de la mission. Parce que, à cause de cela, toute l'instrumentation scientifique de l'avion de Charles Sweeney, le Great Artist, n'a pas pu être transférée sur un autre appareil. Par conséquent, Charles Sweeney a dû échanger d'avion avec un de ses collègues, le capitaine Frederick Bock. Donc, l'appareil que Sweeney devait piloter pour la mission de Nagasaki était le B-29 Boxcar, soit la voiture de Frederick Bock. Et l'équipage original de cet appareil a donc été transféré sur l'appareil original de Sweeney, le Great Artist, tandis que l'équipage de Sweeney a été transféré sur le Boxcar. Le 8 août, la Fat Man, la bombe au plutonium, est déclarée prête à la fin de cette matinée. Toute cette procédure a été très précipitée pour l'assemblage du dispositif, ce qui a fini par entraîner l'installation incorrecte d'un morceau de câblage pour la détonation du dispositif lui-même. Et cette erreur de câblage n'a été détectée et corrigée qu'au dernier moment, avant que la bombe ne soit chargée dans l'avion à la fin de cette nuit-là. Ce même jour, le ministre des Affaires étrangères du Japon, Shigenori Togo, ordonne à son ambassadeur à Moscou, Naotaki Sato, de demander à Vyacheslav Molotov, ministre des Affaires étrangères de Staline, que l'Union soviétique serve de médiateur dans les négociations de paix entre les États-Unis et le Japon. Mais la réponse de Molotov à Sato est bien différente de celle qu'il attendait. Molotov déclare que le Japon pourrait se considérer en guerre contre l'Union soviétique dans les 24 prochaines heures. 2 minutes après minuit, dans la nuit du 8 au 9 août, l'Union soviétique envahit la Mandchourie. La radio, ancienne et couverte pour une raison importante, mais courageuse. Détaille-moi cela. L'Américain Saipan dans les Mariannes commence à diffuser des émissions répétées toutes les 15 minutes vers le Japon. Ces messages visent à alerter les civils japonais contre la possibilité d'attaques atomiques sur plusieurs villes du pays. Et l'une des villes qui reçoit cette alerte est Kokura, située sur l'île de Kyushu et qui abrite un grand arsenal de l'armée impériale japonaise. Personne au Japon ne le savait encore, mais Kokura avait été désignée comme cible principale de la deuxième mission atomique, et cette deuxième mission atomique était donc composée de 6 avions, contrairement à la première mission qui en comptait 7. C'est parce que le groupe de cibles au sud-ouest du Japon s'éloignait considérablement de Niigata, l'autre ville désignée comme cible atomique, qui se trouvait beaucoup plus au nord et nécessitait tout un nouvel ensemble de navigation. Donc, lors de cette deuxième mission atomique, seuls 2 objectifs ont été utilisés, un principal et un secondaire, le principal étant la ville de Kokura et le secondaire, la ville de Nagasaki. Le B-29 Enola Gay survolerait Kokura et le B-29 Lagging Dragon survolerait Nagasaki. Et, accompagnant le Boxcar, il y aurait The Great Artist, reprenant une fois de plus son rôle d'avion scientifique, et le Big Stink, comme avion d'enregistrement audiovisuel. Enfin, le B-29 Full House resterait au sol à Iwo Jima, servant de remplacement pour le Boxcar. Si cet avion rencontrait un problème mécanique,
mais une modification de dernière minute dans la planification laisserait cet avion de remplacement complètement hors jeu, sans possibilité de remplacer le boxcar. Cette fois, cependant, le destin jouerait contre la mission atomique, car de nombreux risques étaient impliqués. Dans ce seul avion qui transportait Fat Man, l'armement était neuf, l'équipage avait été changé d'appareil et la météo influencerait également le déroulement de la mission. Ancienne. 3 avions principaux, c'est-à-dire l'avion d'attaque, l'avion de reconnaissance photographique et aussi celui d'instrumentation scientifique. Il est passé d'Iwo Jima à Yakushima, une île juste au sud de l'île de Kyushu, au Japon. Mais comme vous pouvez le constater, c'est bien plus loin des îles Mariannes que Iwo Jima. Un autre point important également annoncé par Tibbets était que l'altitude de croisière de la mission passerait de 1000 mètres à 5500 mètres, précisément à cause du mauvais temps. Ce nouveau plafond plus élevé ne consommerait pas seulement plus de carburant, mais ajouterait aussi une complexité supplémentaire pour les 3 équipages. Se trouver à une distance aussi grande du point de départ. Tibbets en était conscient et a donné pour instruction à Sweeney de ne pas attendre plus de 15 minutes les autres avions au-dessus de Yakushima, avant de se diriger vers la cible, qu'elle soit principale ou secondaire. Finalement, Paul Tibbets a donné pour instruction à Charles Sweeney de ne procéder au bombardement que de manière visuelle, et de ne pas utiliser le radar en raison des imprécisions que cette méthode pouvait entraîner. À 2h15 du matin, l'équipage du boxcar embarque. Mais à ce moment-là, l'ingénieur de vol John Kuracek découvre qu'une des pompes à carburant de l'appareil ne fonctionne pas. Ce qui signifiait qu'environ 2400 litres de carburant déjà présents dans l'appareil ne pourraient ne pas être utilisés. Le fait que, en plus de réduire la portée opérationnelle de l'appareil, ajouterait également un poids inutile au boxcar pendant son vol. Tout l'équipage quitte alors l'appareil, tandis que Sweeney et Tibbets discutent de la marche à suivre. Le remplacement de la pompe à carburant du boxcar prendrait des heures, et changer la bombe atomique de l'appareil serait également une procédure complexe, étant donné que la bombe était déjà complètement armée, seulement avec les goupilles de sécurité en place. Comme la bombe atomique avait été assemblée très rapidement, il a donc été décidé de ne pas la retirer du boxcar. La mission allait donc se poursuivre, même avec la bombe de carburant endommagée, car le carburant restant dans l'appareil était jugé suffisant pour effectuer le bombardement de la cible, primaire ou secondaire, selon ce qui avait été prévu. Ainsi, à 2h58 ce matin-là, Enola Gay et Legging Dragon, les avions météorologiques des cibles primaires et secondaires, ont décollé de Tinian en direction de l'obscurité. Peu après, le boxcar a démarré ses moteurs et a été conduit au point de départ sur la piste nord de Tinian. À l'aube, à nouveau surchargé, le BX-6 transportant la bombe atomique a décollé de Tinian en direction d'une ville japonaise. 2 minutes après, à 3h51 de Great Artist, l'avion scientifique a aussi décollé. 2 minutes plus tard, à 3h53, le Big Stink, l'avion de photographie, a aussi décollé. À l'intérieur du boxcar, après 13 minutes de vol. À 4h du matin, le commandant Fred Ashworth, l'armurier de Fat Man, annonce à Charles Sweeney qu'il allait dans le compartiment des bombes pour retirer les bouchons de sécurité de Fat Man. Et, à partir de ce moment-là, la Fat Man était prête à être utilisée. À 9h10, le boxcar atteint le point de rendez-vous au-dessus de Yakushima et rencontre aussitôt The Great Artist. Mais le Big Stink ne se montre tout simplement pas et personne ne sait où se trouve l'avion. À ce moment-là, Charles Sweeney prend de l'altitude jusqu'à 1000 mètres et tourne autour de l'île en attendant le Big Stink Charles Sweeney. Alors, il prend une décision qui aura un impact très important au cours de la mission.
Ils décident d'attendre le Big Stink pendant 40 minutes, au lieu des 15 minutes que Paul Tibbets avait ordonné dès leur arrivée au-dessus de Yakushima. Tant le Enola Gay au-dessus de Kokura que le Lagging Dragon au-dessus de Nagasaki annoncent que les deux cibles présentent des conditions visuelles acceptables pour l'attaque. Ainsi, tout montrait alors que Kokura serait la cible principale de la seconde mission atomique. Maintenant, je vais utiliser Maps ici pour vous montrer encore plus clairement comment les événements de ce matin-là se sont déroulés. Parce qu'enfin, à 7h50 du matin, alors qu'il survolait surtout l'île de Yakushima en cercle, Charles Sweeney décide finalement de se diriger vers la cible principale. Et cette cible principale, c'est la ville de Kokura, aujourd'hui connue sous le nom de Kita-Kyushu, ici tout au nord de l'île de Kyushu. Sauf qu'entre le moment où l'Enola Gay a survolé la ville et a signalé la météo, il faisait clair. Jusqu'au moment où le boxcar est arrivé dans la ville, Kokura était couverte par la fumée d'un bombardement incendiaire. Le résultat fut que, lorsque, à 10h44 du matin, Charles Sweeney est finalement arrivé à Kokura, il a trouvé la ville complètement couverte de nuages. Même ainsi, il a décidé de commencer la procédure de bombardement, c'est-à-dire de passer le contrôle de l'appareil au bombardier Kermit Behan, et Behan a effectué cette procédure 3 fois, sans parvenir à avoir une visibilité. Et après la première tentative de bombardement ratée, l'équipage a déjà commencé à observer des tirs d'artillerie anti-aérienne, essayant d'atteindre l'altitude de l'appareil. Et à la troisième tentative de bombardement, l'officier de contre-mesure électronique, Jacob Bazer, a signalé qu'il captait une activité intense sur les fréquences radio utilisées par les Ibonadran, par les escadrons de chasse japonais. Autrement dit, les Japonais décollaient avec des avions d'interception pour, peut-être, intercepter le boxcar à ce moment-là. À ce moment-là, ayant déjà perdu une grande partie de son carburant à cause d'une défaillance de la pompe. Ayant retardé la mission, tourné autour de Yakushima pendant 40 minutes et maintenant effectué 3 passages de bombardement complètement ratés au-dessus de Kokura, le carburant du boxcar était faible et Charles Sweeney devait prendre une décision rapide. Il a alors choisi de se rendre rapidement vers l'objectif secondaire Nagasaki à 8h32. Alors, le boxcar prend la direction du sud et parcourt les 155 km qui séparent les deux villes, arrivant finalement à Nagasaki à 11h56. À partir de ce moment-là, Charles Sweeney sait qu'il n'a plus assez de carburant que pour une seule tentative de bombardement. Et même ainsi, le carburant restant dans l'appareil n'est pas suffisant pour lui permettre d'atteindre le point de ravitaillement d'Iwo Jima. En réalité, il va devoir se diriger vers l'île d'Okinawa, récemment capturée aux Japonais et qui se trouve à seulement 500 km du Japon. 11h58 du matin, devant Nagasaki, le boxcar voit à nouveau une cible complètement couverte par les nuages, mais il n'a pas d'autre option. Charles Sweeney passe le contrôle de l'appareil à Kermit Behan, qui commence la seule trajectoire de bombardement possible au-dessus de la ville. À ce moment, tous portent leurs lunettes de protection et Behan fixe le viseur de bombardement. Nordem essaie de trouver une ouverture dans les nuages pour pouvoir voir la cible en bas. Et à ce moment précis, à midi, à des centaines de kilomètres de là, à Tokyo, le Grand Conseil pour la conduite de la guerre, le Conseil des 6 grands commence sa réunion du 9 août. Cette réunion aurait pour principal sujet l'offensive soviétique en Mandchourie. Mais elle était sur le point de recevoir une autre très mauvaise nouvelle, seulement 1 minute plus tard, à midi. Et un Kermit, Behan finit enfin par voir quelque chose, à travers un trou entre les nuages. Il aperçoit une partie de la ville en bas et il n'a aucun doute. Il appuie sur le bouton qui déclenche le largage de la bombe. La Fatman se détache alors, se sépare de l'appareil et tombe en direction des nuages, avec la ville de Nagasaki en dessous. Le Great Artist suit de près le boxcar et, à ce moment-là, les deux appareils se séparent dans un piqué de 155 degrés. Le boxcar part à droite et le Great Artist à gauche. Cette manœuvre a pour but d'éloigner les appareils de la zone de détonation de l'arme. Et à midi 2 ou 11h02 du matin, heure locale de Nagasaki, la Fatman explose à 500 mètres au-dessus de Nagasaki.
3 ondes de choc frappent aussitôt les deux avions, le Boxcar et The Great Artist. Mais à 150 km de là, le Big Stink, apparemment perdu, aperçoit la détonation à l'horizon. Et finalement, il prend la direction de Nagasaki pour pouvoir aller enregistrer ce qui reste de l'explosion. Mais contrairement au bombardement d'Hiroshima, où l'équipage a atteint la cible exacte prévue, la bombe à Nagasaki a manqué la cible prévue d'environ 3 km. Consulte la carte pour te montrer l'endroit précis de l'explosion. C'est ici au mémorial de la bombe que se trouve aujourd'hui ce monument. Je vais vous le montrer. Même ainsi, les instruments de The Great Artist ont montré que l'explosion au-dessus de Nagasaki a libéré une énergie équivalente à 20 kilotonnes, c'est-à-dire qu'elle a été environ 25% plus puissante que l'explosion qui a eu lieu à Hiroshima. Le niveau extrêmement élevé de radiation, la lumière intense qui a vaporisé les personnes dans la zone immédiate de l'explosion, ainsi que l'immense boule de feu qui a complètement détruit les bâtiments de la ville. Ils étaient très proches de ce qu'on a vu à Hiroshima. Cependant, le nombre de victimes dans la ville, qui comptait alors environ 250 à 300 000 personnes, là en bas, a en réalité été un peu inférieur à celui d'Hiroshima, faisant environ 40 000 victimes, au lieu des 70 000 tués instantanément à Hiroshima. Contrairement à Paul Tibbets, qui a tourné 3 fois au-dessus de la ville à midi 6, Charles Sweeney s'est dirigé directement vers la piste la plus proche, à Okinawa. Bien que la distance ne soit que de 500 km, il y avait si peu de carburant à bord qu'il existait une réelle possibilité d'un atterrissage forcé sur l'océan. Pendant ce temps, à 12h30, au milieu de la réunion, le Conseil suprême de guerre, là à Tokyo, reçoit le message que Nagasaki avait été détruite par une seconde bombe atomique. Et ce nouveau fait va complètement changer la dynamique des choses. Plus tard, ce même jour, à 13h, un Charles Sweeney nerveux, aux commandes du Boxcar, aperçoit enfin Okinawa à l'horizon. Mais à son grand malheur. Il constate qu'autour de la piste, le trafic aérien est intense et tente à plusieurs reprises de joindre la tour de contrôle d'Okinawa, mais, à sa grande surprise, reste sans réponse. Sweeney sait qu'il doit agir vite. Alors il ordonne à l'équipage de tirer toutes les fusées éclairantes, tous les signaux lumineux du Boxcar, pour annoncer visuellement au personnel du contrôle aérien, là-bas sur l'île, que l'avion était en situation d'extrême urgence. Et c'est ce qui se passe. Finalement, le personnel de la tour de contrôle voit ce BX-6 lancer des fusées éclairantes colorées les unes après les autres. Il libère la piste pour le Boxcar. Au milieu de l'approche pour l'atterrissage, le moteur numéro 2 du Boxcar s'arrête de fonctionner par manque de carburant, une panne sèche. Et alors, Sweeney effectue un atterrissage très rapide, à 240 km/h, au lieu des 190 km habituels, pour éviter que l'avion perde sa portance. Pourtant. Ainsi, l'avion perd presque la moitié de la piste avant de toucher le sol, de rebondir dans les airs à nouveau et, finalement, de se poser au sol. Malgré cela, le Boxcar est encore trop rapide, et même l'utilisation des hélices à pas réversibles n'arrive pas à aider à l'arrêt complet de l'appareil. Sweeney et son copilote appliquent les freins à fond et perdent encore un moteur à cause du manque de carburant, avant de se rendre compte qu'il y a un groupe de BX-6 garé juste devant eux et que le risque de collision est très sérieux. Sweeney vire brusquement à droite pour éviter la collision. Il corrige légèrement la trajectoire et arrête le Boxcar juste après la piste. À 13h20, The Great Artist et Big Stink atterrissent aussi sur la piste d'Okinawa. Et un peu plus de 4 heures plus tard, à 17h30 déjà ravitaillés, les avions décollent enfin en direction de l'île de Tinian, dans les Mariannes. Ce long trajet en avion dure 5 heures. Et ce n'était qu'à 22h30 ce soir du 9 août 1945 que le Boxcar atterrit enfin sur la piste de l'île de Tinian. Et contrairement à la mission d'Hiroshima, cette fois, il n'y a personne pour accueillir l'équipage. Charles Sweeney va tout de même voir Curtis LeMay pour faire son compte-rendu. Et là, le général, caractéristique avec son cigare toujours à la bouche, lui dit simplement « Tu as tout gâché, n'est-ce pas, Chuck ?»
La mission de Nagasaki a été extrêmement marquée par des malchances et des erreurs dès le début, ce qui la différencie beaucoup de la mission d'Hiroshima, considérée pratiquement comme un exemple d'exécution d'une mission atomique. Aujourd'hui encore, les historiens discutent du rôle précis de Charles Sweeney dans les erreurs de la mission de Nagasaki. Mais une chose est certaine, la deuxième explosion atomique a finalement poussé l'empereur Hirohito à prendre une décision pour briser l'impasse du Conseil des Six Grands, et a choisi d'envoyer un message aux Alliés. En acceptant la déclaration de Potsdam, la troisième ogive atomique était déjà en préparation à Los Alamos. Mais en raison de la position du gouvernement japonais qui cherchait à accepter la déclaration de Potsdam, le président Truman a suspendu les missions atomiques à partir du mois d'août. Et même si ce troisième noyau n'a jamais été envoyé à Tinian ni utilisé pendant la guerre, il est devenu connu sous le nom de noyau du diable, car il a été responsable de la mort de 2 scientifiques lors de 2 occasions distinctes. Mais ces événements-là, ainsi que ceux qui ont finalement conduit à la reddition japonaise le 15 août, nous allons les voir dans un autre épisode. Pour tout savoir sur les bombardements atomiques et vivre cela de près, voici à nouveau l'invitation à rejoindre la mission Atome. Clique sur le lien en description ou scanne le QR code à l'écran. Appelle nos agents pour participer. Est-ce que tu connaissais déjà les détails du bombardement et savais-tu que la mission avait été aussi problématique? Dis-nous dans les commentaires, encore une fois. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis, mais mets aussi un pouce bleu pour nous. N'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour tout suivre. Merci encore pour ton audience et une grosse accolade de la salle de guerre.